Ici, au Niger, les gens du fleuve racontent que les voyageurs découvrent parfois des histoires merveilleuses. Parmi eux, parmi les étrangers adoptés par ce fleuve, il y avait autrefois un homme, un jeune Français. On raconte que c'est un personnage hors pair, parce qu'il a le génie des images, parce qu'il est tout à la fois aventurier, réalisateur et ethnologue. Il paraît même que ses films en Afrique ont profondément marqué l'histoire du cinéma. Cet homme-là, c'est lui, c'est Jean Rouch. Se pencher sur sa vie, c'est suivre le regard d'un baroudeur, à Niamey, à Paris, et partout où sa caméra le porte. On dit qu'il est un pionnier et un maître pour les filmeurs, les savants et les poètes, parce qu'il observe les enfants, les devins et les fous, parce qu'il a les pieds sur terre et la tête pleine de rêves. Mais qu'a-t-il vécu ici, au Niger, pour que son destin s'accomplisse ? Rouch, il a été toujours dans ma vie de cinéaste. Parce que quand j'ai commencé, on parlait beaucoup de lui. Ses films étaient là. À l'école de cinéma, j'ai vu ses films. Et quand on met ce film, il y a toujours le Niger qui est célébré. Il y a toujours la racine nigérienne, n'est-ce pas? Et aussi, on dit Rouch a créé une école. Et cette école-là, c'est l'école de la rue du cinéma. N'est-ce pas? Beaucoup de gens ont appris le cinéma dans les quartiers. Voilà, il filme, il va, il revient, il crée, il invente, on rigole, on fête, on célèbre. Et je crois que même ceux qui sont nés aujourd'hui, le nom de Rouch veut dire quelque chose pour eux. Parce qu'on entend beaucoup de choses. Rouch le sorcier, Rouch le possédé, Rouch l'initié, Rouch le malin, Rouch le prestidigitateur. Tout ça, on a entendu. Mais réellement, qui il est? Qui est-il? Jean Rouch, c'est ce jeune ingénieur qui étouffe dans Paris occupé. Il a 23 ans, la guerre et les illusions sont perdues, alors autant partir. Novembre 1941, il débarque au Niger, territoire soumis au pouvoir des Blancs. Là-bas, tout est en chantier, l'égalité, la liberté, l'avenir. Rouch l'ingénieur construit une route à travers la brousse. Sous ses ordres, des milliers de manœuvres subissent le travail forcé. Mais le jeune Parisien n'est pas comme les autres colons. Il regarde ces hommes sans crainte ni défiance, et dans le rythme martelé de leurs efforts, il comprend déjà qu'ils ont beaucoup de choses à lui apprendre. Et c'est là que j'ai pris le premier contact, que j'ai eu la première relation avec un jeune gars fou qui s'appelait Damouré Zika. Et c'est avec lui que j'ai commencé à faire des enquêtes d'ethnologie et à travailler sur le fleuve. Damouré Zika, c'est un pêcheur de Niamey, un débrouillard qui vit de rien et de menus fretins. Le jour de leur rencontre, la chaleur est torride, Jean se rafraîchit dans le fleuve. Damouré est là, il plonge à son tour et se rapproche. C'est la course à la nage, dans l'eau, sous l'eau, entre les deux hommes, en quelques brasses, le courant passe. Puis un jour, en août 1942, je reçois un télégramme. Le télégramme était un morceau de papier plié et enfoncé dans un bout de bois que l'on porte. Et d'un chef de chantier, Pagnouf, qui me disait simplement que le tonnerre, au cours d'une tornade, avait tué 10 manœuvres sur un de mes chantiers. Là-haut, dans les nuages noirs, les dieux du ciel sont à l'œuvre. Et Dongo bientôt jettera les terribles pierres de tonnerre. Évidemment, personne n'était responsable, du moins je le croyais. Et on ne m'avait pas appris au pont des chaussées ce qu'il fallait faire dans ce cas-là, tu vois. Et brusquement, Damouré Zika me dit, ça c'est l'histoire de ma grand-mère. Elle était la cheftaine des Sorcos, maître du fleuve, les prêtres magistraux du génie du tonnerre.
et j'assiste pour la première fois de ma vie à une danse de possession, où le génie du tonnerre, le génie de la foudre, le génie des vents viennent et se mettent à parler, se mettent à dire pourquoi ils ont fait ça, que les hommes qui ont été tués se conduisaient très mal, ils couchaient avec les femmes locales, ils étaient étrangers ici, que d'autre part j'étais coupable parce que ma route, je l'avais faite passer sur un terrain qui est le terrain de Dongo, et c'est là que lui aime bien frapper. Dongo, chez les animistes du Niger, c'est le maître du tonnerre, esprit colérique et jaloux, dont le mythe merveilleux va foudroyer Jean Rouch. De ce jour, le jeune ingénieur cartésien doute. Il est à la croisée des chemins, entre le génie civil et les génies du ciel. Puis c'est à nouveau la guerre, qui l'emporte loin de l'Afrique, jusqu'à Berlin en ruine. Dans Paris libéré, Rouch ne veut plus du tout construire des routes. Dans son viseur, il a désormais deux passions, l'ethnologie et le cinéma. Si je suis africain, je dirais la chose suivante. Il n'existe pas dans la nature de monde orthogonal. Il n'y a pas de croisée des chemins. C'est une invention, c'est toujours pareil, c'est Gutenberg qui a inventé ça, ou les judéo-chrétiens. Il y a à la fourche, il y a trois directions. Des chemins ne se croisent pas. Il y a un moment donné, on va dans une autre direction. Et les fourches des chemins, c'est toujours le chemin du village, le chemin des champs cultivés, le chemin de la brousse. Le village, c'est la sécurité, le champ cultivé, c'est le travail, et la brousse, c'est l'aventure. Et c'est... moi, je pense que je prends toujours le chemin de la brousse. Août 1946, Jean Rouch part pour sa première mission scientifique en Afrique via le grand fleuve Niger. Sur sa pirogue, il embarque ses carnets, son appareil photo et surtout sa toute nouvelle caméra de cinéma. Rouch et ses équipiers sont partis de la source et ils veulent descendre jusqu'à la mer. Odyssée initiatique de 4200 km, parsemée de mirages, d'archipels et de paysages immenses. Dans les villages de pêcheurs où il accoste, le jeune thésard étudie la religion et la magie du peuple Sonrai. Et si les mystères se dévoilent peu à peu, c'est encore une fois grâce à son ami d'amour Zika, qui s'est lui aussi lancé dans l'aventure. L'expédition est un succès, mais ce voyage-là dure toute une vie, au fil de ses très nombreux tournages en Afrique de l'Ouest. Rouch, l'ethnologue, a soif de cette pensée magique qu'il veut traduire en Kodachrome. Son horizon est libre, et dans son objectif, voilà que surgissent des mages noirs et des hommes qui font la pluie, des chasseurs d'hippopotames, des archers intrépides, une sirène nommée Mami Water, des tambours qui parlent, des astres d'Ogon et des femmes possédées. Et voici que sort la femme que l'on doit initier. C'est Zaba. Elle est possédée par Niaberi. Mais comme pendant les 7 jours, personne ne doit la voir, on lui a recouvert la tête d'un voile blanc. Et elle-même ne doit voir personne. C'est pour cela qu'elle a les yeux fermés. Après la danse du Zima, toutes les autres femmes vont danser, ainsi devant l'orchestre. Ce n'était pas une curiosité simple. Ce n'était pas le scientifique qui venait, qui voulait percer un secret, mais il vivait. Il vivait cela. Il se mettait de plein pied dans ce qui se passait. Et je ne sais pas si vous avez eu... enfin, vous n'avez pas vu, mais les gens le traitaient de Zima, An-Nassar Zima. An-Nassar Zima, c'est le blanc Zima. Le Zima, c'est le prêtre. C'est celui qui canalise, c'est celui qui a une ascendance sur les possédés. Initiation à la danse des possédés est projetée en France au Festival du film Maudit, avec la complicité du poète Jean Cocteau. Proximité,
Récits scandés, transe des musiques et sens du cadre. Dans la salle, ses collègues cinéastes sont fascinés. Personne n'a jamais filmé comme ça. Et Jean Rouch, ce jeune blanc-bec qui revient à peine d'Afrique, est soudainement reconnu par les plus célèbres artistes de l'époque. Pourtant, une question demeure. Est-ce vraiment du cinéma? Est-ce toujours de l'ethnologie? Et quelle est la part de mise en scène? Pour Rouch, peu importe. Ce qu'il cherche, c'est surtout une alchimie entre la réalité et la poésie. Image merveilleuse et magique, où se dévoile l'influence du mouvement surréaliste qui a profondément marqué sa jeunesse. Au début, quand j'ai connu Rouch, pour moi, ce type-là, c'est un faiseur de films. Mais à la longue, quand on est arrivé au Niger et qu'on travaillait, à la longue, j'ai remarqué que Rouch était un grand conteur. Un grand conteur qui veut que tout soit conservé sur des pellicules. Parce que c'est quelqu'un qui voyait de loin. C'est quelqu'un qui voyait l'avenir, on dirait. Actuellement, je m'attache à un travail qui est peut-être assez ardu, qui est justement l'étude de l'évolution et des transformations de ces traditions africaines à l'intérieur d'un monde qui est en plein bouleversement, d'un monde africain qui est lui-même en plein bouleversement, pour qu'il en reste un témoignage écrit et si possible un témoignage filmé. Rouch disait toujours, tu sais Moussa, ces choses-là, dans tant d'années, ça n'existera plus. Or, ce que nous faisons, les gens les verront longtemps après. Les enfants, au nom de Dieu, écoutez. Écoutez l'histoire de Gawai Gawai. Gawai Gawai, l'histoire de vos pères, l'histoire de vos grands-pères, l'histoire des chasseurs de lions à l'arc. Et soudain, c'est la catastrophe. Le lion charge avec son piège, rattrape un berger peul. Je m'arrête de tourner, mais le magnétophone continue à enregistrer. Alors, c'est le miracle. Au moment où les autres bergers attaquent à coups de lance, le lion meurt. On nous racontait les histoires des lions, l'histoire des chasseurs. On rejouait cette séquence-là avec des copains et on se mettait des trucs sous forme de gris-gris pour être invincible, pour aller en brousse. C'était comme ça qu'on reconstruisait avec des petites flèches et tout. Ça nous amusait à l'époque. Mais je savais que c'était un film, je ne savais pas qui l'avait fait, comment on le faisait. C'est petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait quelqu'un qui était derrière la caméra, une caméra baladeuse, mais pleine d'essence et qui nous informait beaucoup par rapport à notre vie, par rapport à nos cultures aussi. Wangari raconte comment les chasseurs se sont approchés du petit lion, comment ils ont tué le petit lion. Et Wangari dit, les enfants, quand vous êtes devant un petit lion, il ne faut pas avoir peur, il faut bien viser. Maintenant, il s'avance doucement, il tire la lionne de Fitili.
Toute la journée est la journée des chasseurs. Cette histoire, les enfants, vous ne la vivrez sans doute jamais. Car, quand vous serez grands, personne ne chassera plus jamais le lion à l'arc. Ah, c'est Jean Rouge. Ah, c'est Jean Rouge. Vraiment, oui, 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 oui. Voilà Jean Rouge qui est là, voilà Damourezika. Jean Rouge, il est nigérien. Il est plus nigérien que français. Il est mort au Niger. Il a été enterré au Niger, je pense bien, non? C'est par hasard que je suis allé au Niger. J'y ai rencontré des gens qui m'ont paru être parmi les derniers hommes heureux que j'ai rencontrés. Et le Niger est un pays paradoxal qui est à la limite de la famine, de l'abondance, de la richesse, de la pauvreté, de l'intelligence et de la joie, ce qui est quand même très rare. Donc je crois que si je retourne là-bas, c'est bien sûr parce que j'y ai des amis et parce que j'y ai trouvé, enfin, cette espèce de paradis, de bonheur, qui je crois n'existe peut-être pas ailleurs. Je crois que ces gens sont heureux parce qu'ils n'ont absolument pas peur de la mort. Jean Rouge venait souvent ici, on venait avec Damourezika. Ici, Rouge se laissait aller. Il avait les deux choses qu'il aimait pratiquement de manière physique, deux choses de la vie, c'est-à-dire la nature, le plein air et le fleuve et l'eau. Il se mettait à rêver, on était là, assis quelquefois sous le hangar. Il se mettait à, tiens, et si on faisait... Et si on faisait un film tout de suite, à l'heure, il n'y avait pas de sujet. Tout de suite maintenant, il se retourne, il n'y a pas de caméra, il n'y a aucun... Non, 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 il faut qu'on le fasse. À travers ces amitiés Damourezika, bien entendu, Lam, Dia, Talou, Moussa Hamidou et toute sa bande, comme il aimait s'appeler de joyeux voyous. Il aimait bien ce mot-là. Et c'était des gueulurons, bon, c'était des gens qui prenaient la vie du bon côté. Lam, toi tu vois, ça c'est notre fleuve. Hein? Ouais. Ah ouais? Regarde ces arbres-là. C'est triste. Ils sont arrosés par le fleuve. Oui. Maintenant, à l'image, cette bande à Rouge, c'est un trio. Damourezika est guide, interprète, compagnon d'une vie d'aventure en Afrique. Lam Ibrahima Dia et Talou Mouzouran sont chauffeurs, cuisiniers, griots, géniaux et roublards. Et pour enregistrer leurs histoires, derrière l'image, il y a Moussa Hamidou et son micro. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Rouge, de 1960 à sa mort, on était ensemble. On s'est tellement compris que automatiquement je connais tous ses gestes. Dès qu'il touche à l'objectif, je sais qu'il a serré ou qu'il fait un zoom arrière. Ou bon, j'arrive toujours à mettre mon micro là où il fallait. Je sais qu'il y a un endroit où je vois mon micro dans l'image. Je dis, mais Jean, écoute, il faut enlever ça au montage. Il me dit, non, c'est pas grave. Tout le monde sait que c'est une caméra et un micro qui a fait le film. Tous ensemble, ils sont comédiens, scénaristes, techniciens, artisans d'un cinéma unique en son genre, le cinéma de Jean Rouge. Entre eux, c'est l'amitié qui mène la danse.
par exemple pendant les années 70 lorsqu'il s'embarque dans d'improbables virées en brousse entre potes avec des bagnoles déglinguées, prétexte à d'innombrables cascades et autres exploits sportifs. La 504, marque du terrain, approche de la girafe, peut-être que le premier but est proche. La 504 ralentit au dernier moment, voilà que la 403 arrive et ramène la girafe vers le terrain de droite. L'arbitre siffle, oui, on a compris, il n'y aura pas de hors-jeu, il n'y aura pas de corner. La girafe tourne, un but est proche. Aïe, 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 aïe. Que va-t-il se passer? La 504 revient et au dernier moment, la 504 arrête la girafe, marque le but. Et bravo la girafe. Et voilà. Venez là, c'est bien. Mais attention, vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. Et pas de coup de pied dans la girafe. Non, il ne faut pas les toucher avec la main. Et vous n'accélérez pas fort. Quand on tournait improvisant, chacun apportait un peu de ses idées, tu vois. C'était des films qu'on faisait pour rire. Ah oui, mais c'est formidable. Hop, voilà, passez. Comment ça va? Alors, dis donc, mais... Alors, ça va déjà? Comment ça va? Ah, les grands frères là, qui est au ventre, ça va? L'âme, comment ça va? Cocorico, c'est une idée de l'âme. L'âme a dit, moi, j'ai fait mon cocorico. Il avait la fourgonnette, il allait, c'est vrai, en pays gourmandier, acheter des poulets à 100 francs, 150. Il venait le vendre 500 francs à Niamey. Et c'est l'idée de l'âme cocorico. Cocorico, monsieur Poulet. Cocorico, monsieur Poulet. Cocorico, monsieur Poulet. Cocorico, monsieur Poulet. Cocorico, Salut, ça va? Là, c'est ma 2 chevaux. Elle s'appelle Intello. C'est la voiture des intellectuels. Quand je suis dans la ville, les gens me disent « Cocorico !» C'est ça, hein, Jean Rouge. On n'oublie pas ici. La route de Rouche en Afrique, c'est celle d'un homme qui prend son temps, mais qui ne tient pas en place. Quand il débarque au Niger, il n'a pas de montre, mais sa boussole indique toujours les voyages et les rencontres. Car chez lui, tout est dans le regard, et ce n'est pas seulement une histoire de cadre, c'est aussi une question de rythme. Flashback. Dans l'Afrique des années 50, le continent change, des idées nouvelles circulent, et Jean Rouche, le cinéaste, invente un truc génial qui va influencer des générations de réalisateurs. Tout créateur arrive à s'ennuyer de faire les choses de la même manière, arrive à vouloir faire autre chose. Et puis oui, à un moment donné, j'ai voulu s'essayer à la fiction. Ça donnait des choses différentes, intéressantes, parfois un peu ethnographiques quand même. Cette caméra qui s'en va là où la caméra ne va pas, qui n'avait pas peur de ne pas être dans la technicité, qui acceptait de bricoler des images et de rêver dessus, et que c'était quand même pas quelque chose qui se faisait à l'époque. C'était quelque chose de très créatif. Et Jean est quelqu'un de très créatif. L'âme est un berger peul. Son vrai nom est Ibrahima Dia.
On l'appelle l'âme parce qu'en Peul, l'amido veut dire petit chef. Et l'âme est un véritable petit chef. L'âme est courageux. Il ne parle pas beaucoup comme tout bon musulman. C'est notre ami depuis l'enfance. Damouré est un petit bandit, un vrai galant. Damouré est allé à l'école, mais il n'aimait pas l'école. Ce qu'il aime, c'est galoper sur son cheval, Tarzan. Hé, Damouré! Rouch était quand même un aventurier, pas seulement en tant qu'ethnologue, regardant la vie des autres, mais en fait, aller vers l'autre, regarder l'autre, le connaître, éprouver ces espaces, rêver dans ces espaces-là, ou d'en rêver, faisait partie, je pense, de Rouch l'aventurier. « 1954. Rouch part en voyage avec ses potes pour filmer Jaguar, road movie burlesque aux accents de western, entre la brousse du Sahel et les forêts équatoriales. Direction, la colonie britannique du Ghana, sur les traces des migrants nigériens attirés par les grandes villes de la côte. Ah, attention. Douane, custom. Nous dit voilà, c'est la douane. Il faut vous arrêter ici. Bon. Moi, je vais aller voir la police. Bien. En faisant malin, comment on va passer. Non, pas question, il me dit. Alors, on retourne voir les camarades. Tu sais, douane, police, c'est de gros couillons, hein. Jamais regarder derrière, on peut passer. Ils regardent toujours devant. Alors voilà. C'est une fiction, Jaguar, mais la douane, c'est de la fiction ou c'est du vrai? La douane, c'est vrai. Moi, je tournais avec ma caméra et nous étions en train d'essayer de stimuler la réalité, essayer de la provoquer dans des scènes qui, la plupart du temps, étaient improvisées au dernier moment. Nous avons raconté une histoire comme cela pendant un an. Pendant un an, si tu veux, nous avons vécu avec la caméra en nous disant, ben, voilà ce qui pourrait nous arriver. Après la douane, après la barrière, Rouch et ses camarades arrivent à Accra, capitale du Ghana. Dans cette ville moderne et cosmopolite, c'est toujours l'ethnologue qui est aux aguets. Car ici, plus qu'ailleurs, les traditions s'adaptent à la civilisation mécanique. Et ce qui devait arriver arrive. Il rencontre les Aouka, les travailleurs nigériens expatriés, adeptes d'une secte animiste très particulière. La possession commence. Lentement, par le pied gauche, puis par le pied droit. Elle monte par les mains, les bras, les épaules et la tête. Et le premier possédé se lève. C'est Capral Gardi, le caporal de garde. Devant ces saluts, un nouveau possédé se met à hurler. C'est Gerba. Gerba, qui est possédé par le Haouka Samkaki, le conducteur de locomotive. Retroussant ses shorts, et le conducteur de locomotive va ramasser tous les fusils pour les porter sur l'autel du sacrifice. Et le troisième possédé se lève. C'est Captain Malia, le capitaine de la mer Rouge, qui marche en faisant le slow march, la marche de parade de l'armée britannique. Et le gouverneur réunit une nouvelle conférence de la table ronde. C'est la conférence du chien. Il faut sacrifier le chien, il faut le manger. Mais la bête est à peine égorgée que les Aoukas se précipitent pour boire directement le sang à la gorge ou pour lécher la pierre. Puis le lieutenant casse un œuf sur la tête du gouverneur. Pourquoi un œuf?
pour imiter le plumet que les gouverneurs britanniques portent sur leur casque. Car le voilà, le véritable gouverneur. Au Trooping de Colours, de l'ouverture de l'Assemblée à Accra. Le canon tonne, et dans cette foule, il y a des Aoukas qui sont venus ici pour chercher leur modèle. Et si l'ordre est différent ici et là, le protocole est bien le même. Et c'est ainsi que de cérémonie en cérémonie, le rituel se fixe et s'établit. Le Maître Fou, c'est un film qui est tellement fort. C'est un film quand même violent, violent dans ses images, violent dans l'histoire que ça raconte. Parce que finalement, la thèse de Rouch dans ce film, parce qu'il y a une thèse qu'il dit très très clairement, hein, c'est que en Afrique, il y a un secret qui permet que les gens arrivent par un processus spirituel à évacuer leur traumatisme par la transe, par la possession des esprits, etc. Printemps 1955, avant-première au Musée de l'Homme. Le film fait un scandale. Rouch est accusé d'être un maître du désordre. Ses professeurs d'ethnologie réclament la destruction de la copie. Des intellectuels africains dénoncent une vision méprisante et rétrograde. Et dans tout l'Empire britannique, c'est la censure. Pourquoi ? Parce que Les Maîtres Fous est un pamphlet contre l'impérialisme. Parce qu'il tourne en dérision l'ethnologie coloniale. Parce que l'animisme dérange l'ordre monothéiste. Ce qui choque les étudiants musulmans, nigériens musulmans d'aujourd'hui, c'est ce culte dont beaucoup sont vraiment très éloignés par la pratique, à cause de l'islamisation progressive. Et je pense que pour les étudiants, c'était dur à voir ces actes de transgression, de les regarder et de voir des gens qui les ressemblent en train de les faire et d'entendre le voix d'un blanc tranquillement en train de leur raconter, mais c'est choquant. Si Rouch choque à l'époque, et encore aujourd'hui, c'est surtout parce qu'il avance sans se préoccuper des critiques. Et du coup, son cinéma enthousiasme le grand public occidental. C'est le succès. Grand prix à la Mostra de Venise, récompense au Festival de Cannes, en Allemagne et jusqu'en Amérique. Rouch, l'ethno-cinéaste, devient célèbre et incontournable. Il sera directeur de recherche au CNRS, président de la Cinémathèque française, figure majeure du Musée de l'Homme. Et pourtant, l'homme demeure un artisan filmeur qui bricole ses œuvres avec son œil et son intuition. Exemple à suivre pour les générations d'étudiants et d'artistes qui viennent s'initier au séminaire du maître. Entre deux projections, on y cause réalité et fiction, caméra vérité et ciné-trans, documentaire et même documenteur. Bref, Rouch fait école, quitte à professer l'école buissonnière. C'est pas pour rien qu'il a fait école. Il y a une certaine maîtrise, une certaine anticipation du réel, une certaine maîtrise vraiment de risque. Ouais. C'est ça qui a donné ce Rouch-là, c'est ça qui nous a donné tous ces patrimoines, et c'est ça qui nous a donné toutes ces vérités. Les tabous les plus compliqués, Rouch a pu les briser. Et du coup, aujourd'hui, on dit honte à celui qui n'a pas fait plus que son père. Et nous pensons que c'est de notre devoir, en tout cas même de profaner certaines règles pour aller au-delà, parce que le cinéma, c'est notre mémoire. Célébrant la mémoire de Rouch, elle a tout donné à ce continent. Et il a fait de Niger sa patrie, c'est pourquoi l'Afrique lui rend hommage. Il a fourni pour le cinéma des documentaires, c'est du réel, cinéma vérité, cinéma direct. Et comme l'on fait Bertop et Fayerdi, l'homme à la caméra, c'est Rouch en Afrique. C'est Jean Rouch qui est le grand parent du cinéma au Niger.
C'est avec lui que ça a commencé. Il a filmé Oumar Ganda et c'est parti comme ça. Le cinéma est né au Niger comme ça. Oumarou Ganda, c'est lui. Avant d'être un pionnier du cinéma nigérien, il avait d'abord rencontré Rouch sur son chemin. C'était en 1957, 3 ans avant la vague des indépendances africaines. Ensemble, cette année-là, ils décident de fictionner l'histoire vécue de cet ancien soldat d'Indochine. Ce film-là, cette histoire-là, c'est la sienne, c'est moi un noir. C'est lui le héros du film, je lui passe la parole. J'ai fait tout dans la vie, j'ai fait tout. Tu sais, petit Jules, que j'ai fait la guerre d'Indochine. J'ai tué les vitamines à la mitraillette, au couteau, avec tout, à la grenade. Et voilà comment on prend les grenades. On les lance et tout de suite on plaque à terre. J'ai resté à cela, ça ne m'a rien servi, petit Gilles. J'ai tout fait, tout, mais rien ne m'a servi. Écoute, petit Gilles, pour tuer un vitamine, tu enlèves seulement ton couteau et paf, tu le fous à terre. Et j'ai dit, mon capitaine, je veux voir couler le sang jusqu'aux 2 rounds. Et je l'ai vu couler. Le sang, j'ai vu couler le sang. J'ai vu le sang couler. Et j'ai vu des copains mourir à 2 mètres de moi. J'ai vu les copains qui nous buvions le café, après avoir fini de boire le café, meurent sur place. Et tout cela, pourquoi? Pour rien, mon vieux. Et tout de suite, comme je marche avec toi là, je suis tombé. Mais non, je suis tombé, je suis mort, voilà, je suis mort. Qu'est-ce qu'il y a, un éclat de grenade, un éclat d'obus? N'aie pas peur, petit Gilles. Je te dis seulement qu'en Indochine, c'est ainsi. Je marche avec toi, tout de suite, je tombe mort. Mais à quoi ça sert? Ça ne sert à rien, petit Gilles. Tout sera de rien, c'est la vie. Je suis pauvre, mais quand même, je suis courageux. Rentrons, petit Gilles. Tout cela n'est rien. Rentrons à la maison. À votre avis, monsieur Rouch, pourquoi votre œuvre réalisée en Afrique, dans les conditions précaires du documentaire, a-t-elle malgré tout influencé le cinéma d'auteur français de ces dernières années? Oui, de façon indirecte mais assez singulière, elle a marqué un petit peu ce que l'on a appelé en France la nouvelle vague. De la façon suivante, les films de la nouvelle vague étaient des films qui étaient des films de libération économique. Et nous avions montré, par exemple avec Moi un noir, qu'un film, contrairement à ce que l'on savait jusque-là, pouvait avoir un budget de quelques millions. Et les réalisateurs de la nouvelle vague sont partis de ce principe, c'est-à-dire d'équipes très légères, avec un budget minime, en décor naturel, et même l'opérateur de Godard pour À bout de souffle, Coutard, employait la technique que nous utilisions en Afrique, était la caméra n'étant jamais mise sur un pied et portée à la main, ce qui permet des mouvements et une improvisation en cours de tournage. Alors, ça va, Talou? Oui, ça va. Alors, assieds-toi. Depuis quand tu as quitté Aïrou? Ça fait 3 jours. Alors, quelle idée tu as d'Amouré? Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant d'Amouré? Eh bien, l'idée que j'ai, oui, il faut qu'on continue. Go! Go! Il avait toujours ce regard curieux sur l'autre. D'ailleurs, tous les créateurs, quel que soit leur art, quand la matière de leur art, c'est la vie et l'autre, ils ont toujours ce regard double, curieux sur l'autre, même quand c'est leur propre histoire, même quand l'autre est un proche. On l'a vu d'ailleurs, hein, quand Damouré faisait jouer à être un jeune étudiant africain, ethnologue à Paris, voulant savoir comment était fait un blanc. C'était quand même une rencontre entre l'ethnographie et le cinéma. Monsieur, s'il vous plaît, je fais de l'ethnographie pour la télé. Je peux prendre vos mesures? Ah, très gentil. Vous êtes un bon garçon. Attention, ça ne fait pas beaucoup mal. Pourquoi vous faites ça? Eh bien, je fais ça surtout parce que les Parisiens ne sont pas sous-alimentés. C'est pour voir le poids, monsieur. Ah bon? Voilà. 32, 42, 27, 54.
18, 17, 16. Mais en réalité, ces Parisiens, ils ne sont pas beaux. Hein. D'abord, ils sont trop petits, puis ils ne sont pas tellement gros. Ils sont vilains, avec des grosses jambes. Vous êtes de Paris? Oui. Vos parents aussi? Oui, oui, mon père et ma mère. Ah bon, est-ce que je peux voir vos dents un peu, s'il vous plaît? Mes dents? Pourquoi? Oui. Je suis ethnologue. Alors, je vois les dents. Il me reste juste les dents d'une demoiselle pour avoir mon diplôme. Alors, je crois que vous n'allez pas refuser. Non, si vous voulez. Bon. Ouvrez, je vais voir le nombre de dents foutues. Oh là là. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10. Mais non, 10. 10 dents foutues. Vous croyez que c'est grave? Oh non, c'est pas grave. C'est absolument rien du tout. Est-ce que vous considérez, Jean Rouch, que vous faites deux catégories de cinéma différentes selon que vous tournez des films à Paris ou selon que vous tournez des films en Afrique? Non, je considère que c'est la même chose. Si vous voulez, la vie que je mène depuis un certain nombre d'années, qui est partagée presque exactement par le milieu entre l'Afrique et Paris, fait que je suis maintenant aussi parisien qu'africain, c'est-à-dire aussi étranger à Paris qu'en Afrique. Et que je considère mes concitoyens comme je considère les Nigériens. La jungle parisienne est aussi difficile d'accès que la brousse africaine. Mes chers amis, vous n'allez jamais croire que je suis devant un fleuve prisonnier. Ça sent bien que ce fleuve est bien malheureux et que le fleuve Niger est bien en liberté à côté de ce fleuve. Je me disais, j'aime l'eau, j'aime le fleuve. Bon, c'est peut-être ce qui l'a conduit aussi à aller chercher qu'est-ce qu'il y a en dessous de l'eau et quelles sont les croyances. Et puis il faut dire qu'avec Damour et Zika, il ne peut qu'aimer le fleuve et les gens du fleuve. Ce sont les dos. Il y a les pêcheurs, les sorkos. Il y a les dos. Les dos, c'est vraiment les ancêtres des maîtres de l'eau. Rouch ne peut pas vivre sans l'eau. Tous les midis, il va nager au fleuve. Et quand le fleuve, cette saison où le fleuve est sale, il va dans toutes les piscines de Niamey. À l'hôtel Gaoué, ils ont fait une carte. Sur la carte, ils ont marqué membre à vie. Alors, le personnel de la piscine pensait que c'est son nom. Ah, bonjour, monsieur Mambravi, ça va? Monsieur Mambravi. Il pensait que c'était son nom, Mambravi. Ah, voilà, monsieur Mambravi est là. Rouch, c'est un enfant du fleuve. Et je ne sais pas si chez lui en France, il y avait un fleuve. Quelle était sa vie? Est-ce que c'est pas de là-bas que les génies l'ont appelé? Peut-être. Parce qu'effectivement, il y a des choses qu'on ne fait pas par hasard. Hein. En fait, je suis un enfant du pourquoi pas. Mon père était parti avec Charcot dans l'Antarctique sur le pourquoi pas. Il faisait de la météorologie. Et il avait un copain et qui était le frère de ma mère. Quand ils sont rentrés, un an plus tard, mon père a rencontré ma mère et je suis né. Puis un jour, mon père m'amène dans un cinéma de la ville de Brest. Je vois le premier film de ma vie qui était Nanook l'Esquimau de Robert Flaherty. Robert Flaherty, réalisateur américain, son ami chasseur rebaptisé Nanook pour les besoins du film, sont les auteurs complices de la toute première fiction ethnographique. Nanook l'Esquimau, film culte, œuvre pionnière, dont Jean Rouch revendique l'influence jusqu'au bout de sa vie, quitte à naviguer sur d'autres navires, vers d'autres rives.
crois que Sirouche a préféré la pirogue au camion, Sirouche a préféré la pirogue au cheval, la pirogue au dromadaire et à l'âne. Je crois que cette pirogue-là, si elle a su amener Rouche à destination jusqu'à rencontrer Damouré, et Rouche étant un enfant aussi de l'eau et qui a préféré l'eau pour venir au Niger, je pense que cette pirogue-là, c'est la pirogue du destin. Et c'est ce destin qui a amené Jean Rouch ici. Et c'est ce même destin qui a fait que Rouch est mort ici au Niger. La mort au Niger? Déjà? À 87 ans, le vieil homme filme encore avec ses amis de Niamey. Il vient d'inventer une histoire entre l'Afrique et l'Antiquité, presque un mythe, où le rêve est parfois plus fort que la mort. Film exutoire, prémonitoire peut-être, car c'est tout de même arrivé un soir, en un éclair, sur une route sombre à l'est de Niamey, loin du fleuve protecteur. Pourtant, Rouch avait été mis en garde par Dongo, le maître du tonnerre. Oui, Rouch avait bien été prévenu. Dongo est venu, il a dit aux Zima qui est là, c'était une vieille femme, de dire à ce blanc-là, tout le travail qu'il est en train de faire là, qu'il le fasse. Mais il ne faut pas qu'il aille travailler au soleil levant. Dis à ce blanc-là qu'il y a un malheur qui l'attend au soleil levant. Wayne Funay, Wayne Funay. Un malheur lui arriverait à Wayne Funay. Mais écoute, Rouch, il nous a toujours dit, je suis venu au Niger pour faire des routes et je crois que c'est la route qui va me bouffer au Niger. Vous vous rendez compte? Ici, on a les différents esprits de l'eau et même du ciel. Et ici, nous avons Rouch, gardien du fleuve Niger, qui est devenu un des esprits, un des leurs. Ce qui est vrai, l'homme n'est pas seul dans le monde. Tout comme on a parlé d'esprit dans l'eau, il y a aussi l'esprit dans l'air. Mais on parle d'esprit invisible, l'homme ne vit pas seul. Et je pense que même l'homme, comme on dit, moi j'ai toujours pensé comme ça, chaque être humain est habité par beaucoup d'esprits. C'est comme dans une voiture, il faut mettre de l'essence, sinon ça ne bouge pas. On a vu le personnage Rouch, avec le temps, devenir lui aussi guérisseur, devenir Soko, il pouvait guérir des gens, il a acquis ce pouvoir, il pouvait prononcer des incantations. Donc la pensée de Rouch épouse les deux pensées, c'est-à-dire rationnelle et irrationnelle. Elle concilie ces deux univers. Le génie de Jean Rouch, c'est d'abord ce regard partagé avec les Africains et tous les habitants du fleuve. Pêcheurs, chasseurs, griots et magiciens, ils l'ont initié à l'art de raconter des histoires merveilleuses. Et s'il a su fabriquer avec eux toutes ces images, c'est surtout parce qu'il est resté lui-même. Alors la question demeure, au-delà du cinéaste et de l'ethnologue, était-il aussi un possédé, un malin, un prestidigitateur? Ce que l'on sait, c'est que le cinéma a ses propres mystères, au point que le destin de Jean Rouch se confond désormais avec celui de ses films.
Voilà. Rouge est toujours dans l'eau avec moi. Voilà. Là, il faut enlever les termites. C'est quand Rouge est mort que j'ai dit qu'est-ce que je peux faire pour ne pas oublier ce vieux papa. J'ai pris ce manguier-là, je suis venu le mettre ici au nom de Jean Rouge. Rouge n'a pas eu d'enfant, mais ici, il fait des fruits. Variété Jean Rouge. Ça, c'est le chant des oiseaux qu'il aime entendre. Vraiment, pour moi, l'avenir n'appartient qu'à deux genres de personnes, les enfants ou les fous. Et je crois que peut-être je suis resté un peu des deux. Tu vois, ici, nous sommes sur les bords de la Seine. J'ai fait des ponts. Tu as derrière toi deux types de ponts. Le premier type, c'est l'horreur, celui qui est là tout près, symétrique, rationnel. C'est Socrate, c'est Descartes, c'est Kant. Et derrière, tu en as un qui est fou. Fou, absolument fou. Aucune des arches n'est semblable. Et c'est ça pour moi un pont. C'est vraiment, c'est comme ça qu'on doit travailler. Alors, pour le moment, je suis entre les deux. Mais ce que je voudrais, c'est faire des films comme Le Pont que tu vois là-bas, qui te posent un problème et qui, malgré tout, sont toujours là.